J'ai été très étonné par la déclaration récemment de Monsieur Amérique Chopral, Chopin, Chopral. oui, qui a avant tout parlé d'une alliance entre Israël et la France et que Israël avait une politique indépendante des États-Unis. J'ai été très étonné. Il lui doit savoir avant tout que les États-Unis sont gouvernés par le lobby juif sioniste qui est au pouvoir aux États-Unis depuis la constitution de cet État et que les États-Unis et Israël ne font qu'un, que Israël reçoit chaque année à titre d'aide militaire plus de 3 milliards de dollars par an, à part les aides économiques qui sont séparées. Faut-il lui rappeler aussi que les sénateurs américains sont plus sionistes que les sionistes eux-mêmes? Nous sommes avec Elias Moutran pour les non-alignés. Monsieur Moutran, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Je suis avocat à la Cour du barreau de Beyrouth, je suis membre du Congrès national arabe et je suis en même temps militant dans pas mal de groupes politiques libanais, dont le comité central du Conseil national libanais présidé par l'ancien président du Conseil libanais, le président Selim Hoss. Et j'ai plusieurs intérêts et activités juridiques et politiques au Liban. Très bien. Est-ce qu'on peut vous présenter comme comme un militant de la cause arabe, en fait, ou la cause pan-arabe? Tout à fait, je suis nationaliste arabe, donc ex-membre du comité central du Congrès national arabe, et je milite effectivement pour la cause nationale arabe, pour l'unité des pays arabes et pour leur indépendance, surtout politique et intellectuelle, surtout vis-à-vis des États-Unis et des Anglo-Saxons, qui sont à la base déjà du morcellement de la patrie arabe, et maintenant on va malheureusement vers des péripéties plus sombres. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, parce que c'est d'actualité, donc de la situation des chrétiens en Orient, et déjà peut-être au Liban, puis plus généralement au Moyen-Orient? Alors, généralement, vous savez, les chrétiens d'Orient sont des habitants qui sont les héritiers de très vieilles civilisations qui sont parmi les plus grandes civilisations du monde. Je veux surtout parler de la civilisation akkadienne, chaldéenne, assyrienne, puis après, dans une époque un peu plus récente, les églises nestoriennes, les églises qui ont vu la première apparition de la constitution de groupes quand les chrétiens sont passés d'une secte à une vraie religion. C'était en Orient, les premières villes comme Antioche, les premières villes comme Baalbek, qui ont été les premiers à avoir, qui ont été christianisés parmi les premières villes au monde. Évidemment, en Orient en général, on pourrait aussi citer, et c'est très important maintenant, de l'église nestorienne, des églises assyriennes, des églises chaldéennes. Nous parlons surtout de Ninive, nous parlons d'Akkad, nous parlons de Chaldée, nous parlons de toutes ces vieilles civilisations, nous parlons de Marie, nous parlons de Babylone, et ça, il faudrait bien le rappeler à nos chers auditeurs, que ces églises et la chrétienté en Orient se sont répandues bien plus et bien plus nombreux qu'en Occident. À la seule différence, c'est que l'empereur Constantin, lui, en 315, s'est converti au christianisme, ce qui a été un grand pas vers la christianisation du monde romain. Tandis que l'empereur, ou qu'on appelait à l'époque aussi, le Shah de Perse, lui, ne s'est pas converti au christianisme. Ça ne veut pas dire que les régions orientales qui étaient sous domination persane, elles n'étaient pas chrétiennes. Donc, quand nous parlons aujourd'hui des chrétiens d'Orient, nous parlons surtout de civilisations qui sont au moins plurimillénaires. Donc, bien avant aussi le christianisme. Mais le christianisme étant devenu le récipiendaire de toutes ces civilisations. Quand nous parlons aujourd'hui des églises assyriennes, nous parlons de la culture assyrienne. Nous parlons d'Assour, nous parlons de Ninive, nous parlons de Chaldée. Quand nous parlons des Chaldéens, nous parlons des Akkadiens aussi. Nous parlons de villes comme Babylone, nous parlons d'Our, d'Ougarit,
de toutes ces villes qui ont vu naître toutes les civilisations dans le monde. Ces villes-là sont en train de disparaître sous le couperet criminel de bandes fanatisées, armées malheureusement par une alliance, par un régime dictatorial qui lui se veut un régime qui milite pour la liberté des peuples. Je veux parler directement du Qatar, qui malheureusement aujourd'hui est à la tête d'une alliance qui regroupe donc le Qatar, les frères musulmans, qui sont, il faut le rappeler à nos auditeurs, une organisation internationale, qui sont au pouvoir aussi en Turquie, qui sont aussi au pouvoir partiellement en Tunisie, qui ont été au pouvoir en Égypte un certain temps, et qui continuent à être financés par le Qatar. Cette alliance a soutenu ces fanatiques qui se sont acharnés contre les Irakiens en général et contre les chrétiens en particulier, et qui sont à l'origine de cet exode extraordinaire qui jusqu'à aujourd'hui a fait que 50 000 chrétiens ont déjà quitté leur berceau, ces régions tellement historiquement importantes, donc je répète, qui ont vu naître les civilisations dans le monde. Et c'est une perte non seulement pour la chrétienté, et non seulement pour l'arabité, non seulement pour la richesse, c'est une perte pour, si vous permettez l'expression, quoique bon, personnellement je ne tiens pas tellement, mais c'est une perte pour le patrimoine international et humain. Quand on parle aussi de ce qui s'est passé en Syrie à côté de l'Irak, quand on parle d'une ville comme Maaloula, quand on parle d'une ville comme Homs, qui était connue dans l'Empire romain sous le nom d'Émès, qui était aussi connue du temps des Grecs, quand on parle de toutes ces églises qui ont été détruites, de tous ces monastères, surtout les monastères de Maaloula et de Saïdnaya, nous parlons des monastères des premiers chrétiens, à côté desquels il y avait des grottes. Les premiers chrétiens vivaient dans ces grottes. Nous avons perdu un des patrimoines le plus importants de l'histoire de toute l'humanité, et surtout de la chrétienté et de la chrétienté d'Orient. Pourquoi cet acharnement sur les chrétiens d'Orient, sur les chrétiens d'Orient qui ont toujours été non seulement un élément intégré, mais un élément intégrateur. Les chrétiens d'Orient, faut-il le rappeler à nos chers auditeurs, du temps où il y avait cet empire ottoman qui était un empire qui avait encore des aspects moyenâgeux au début du XXe siècle. Les chrétiens d'Orient ont été une source de modernisation, une source d'ouverture, une source de renouveau dans cet Orient qui était sclérosé par un empire ottoman qui pendant 400 ans n'a apporté aucune culture, aucun progrès civilisationnel. Les chrétiens d'Orient ont conservé la langue arabe dans les couvents, dans les monastères, ont été les premiers à avoir apporté une imprimerie d'Europe et à avoir intégré les lettres arabes et permis à la lettre arabe d'être imprimée. Ceci s'est fait dans les monastères chrétiens. Les chrétiens, grâce à leur rite, les chrétiens d'Orient ont été à l'origine du maintien de l'arabité. Sinon, s'il n'y avait pas eu les chrétiens d'Orient et leur culture et leur patrimoine, tout l'Orient aurait été turquisé, entre guillemets, depuis bien longtemps. Donc, si vous voulez, j'aimerais attirer l'attention sur cette perte immense qui se passe en Syrie et en Irak. Évidemment, et Dieu merci, le Liban est encore loin de connaître, si vous voulez, ces affres. Mais ça n'empêche pas que ces groupes terroristes financés tantôt par l'Arabie et tantôt par le Qatar, si vous voulez, on en parle parce que c'est pas la même chose. Il y a des nuances importantes à faire au niveau des alliances, si vous voulez, mais évidemment, la menace arrive au Liban. Actuellement, l'anti-Liban est malheureusement sous la coupe de certains des terroristes. L'armée libanaise se charge actuellement de contenir et d'éloigner ces terroristes vers le territoire syrien, mais il y a eu sûrement une intrusion sur le territoire libanais. Il y a eu quelques actes terroristes qui ont été commis au Liban. Il y a eu même des voitures piégées qui ont explosé. Il y a eu aussi une intrusion du côté du nord du Liban, du côté de Tripoli, et malheureusement dans certains camps palestiniens au sud du Liban, qui ont eu à un certain moment, qui ont représenté un danger sur la ville de Saïda, qui se trouve au sud du Liban aussi. Ceci, pour le moment, reste sous contrôle, mais évidemment, si la situation en Syrie va continuer à dégénérer, de même qu'en Irak, un dérapage vers le Liban ou vers la Jordanie, ou même vers la Turquie, qui à ce moment-là serait l'apprenti sorcier qui joue avec le feu, n'est plus à exclure.
Donc j'espère que les Turcs vont se rendre compte que le fait d'encourager le feu dans la maison de leurs voisins risque d'apporter l'incendie chez eux. Vous voulez dire par rapport au Kurdistan, par exemple ou... Écoutez, de nouveau, une nuance très importante. L'État turc tel qu'il apparaît aujourd'hui n'est pas un État unitaire et n'est pas un État naturel. Il faut rappeler que la Turquie actuelle a été formée en éliminant les Arméniens, le génocide arménien de 1915 et le fait des Ottomans, des jeunes Turcs, sans oublier aussi qu'il y avait 2 millions de Grecs sur les côtes ouest de Smyrne qui ont été aussi chassés de leur territoire plurimillénairement ancestral, sans oublier aussi qu'il y a eu aussi 2 millions d'Arabes en ce qu'on appelle aujourd'hui la région d'Iskandaroun ou Antioche. Et encore une fois, on revient, toutes les églises d'Orient sont des églises d'Antioche. C'est-à-dire, vous prenez les patriarches libanais, sont le patriarche maronite, par exemple, du Liban, s'appelle le patriarche maronite d'Antioche et d'Orient. Le patriarche orthodoxe s'appelle le patriarche d'Antioche et d'Orient. C'est-à-dire, dans la répartition, même du temps de l'Empire byzantin, il y avait Antioche et Jérusalem. Donc, tout ce qui ne relevait pas du patriarcat de Jérusalem relevait du patriarcat d'Antioche. La région d'Antioche, très riche en eau, et où il y avait une grande majorité de population chrétienne, a été annexée par les Turcs. Ajoutez à cela les 20 millions de Kurdes qui habitent la Turquie, sans compter le problème religieux, parce qu'en Turquie, il y a 15 millions d'Alévis qui ne sont pas sunnites. Vous voyez, donc la Turquie est un État qui est un État qui n'est pas un État unitaire. C'est un État où l'armée et certains groupes de pression bien déterminés tiennent le pouvoir. Maintenant, il y a 2 groupes de pression. Il y a manifestement les frères musulmans, et il y a le fameux groupe de pression qui, avec Atatürk, a voulu instaurer un État qui se voulait laïque à l'époque, mais bon, l'est-il vraiment ou pas, la question reste posée. En tout cas, la Turquie, pour le moment, joue les apprentis sorciers, profite de ce criminel qui se veut calife, qui massacre les gens et qui oublie toute la tradition qui a fait que les califes en Orient ont eu les chrétiens comme conseillers. Faut-il aussi dire que les Omeyyades et les Abbassides, s'ils ont réussi à faire une civilisation, leurs conseillers, eux, étaient des Assyriens, étaient des Chaldéens, étaient des Nestoriens. Moi, dans ma famille aussi, il y avait des gens qui étaient les conseillers de certains des califes fatimides et de certains des califes abbassides. Les chrétiens d'Orient ont contribué à la création de cette fameuse Bagdad mythique que les Mongols ont détruit en 1250. Ça, il faut le rappeler aussi. Donc, si vous voulez, celui qui se prétend calife, a-t-il oublié le rôle des chrétiens d'Orient qui n'ont pas trahi la cause arabe, même quand les croisés sont venus, et qui aujourd'hui, d'une manière aussi criminelle, financés par des régimes wahhabites, qui sont des régimes plus que salafistes, plus qu'intégristes. Ce sont des régimes qui n'admettent même pas l'autre s'il est musulman. Il faut dire aussi que ces gens-là n'ont pas de limite dans leur fanatisme. C'est-à-dire maintenant, ils en veulent aux chrétiens, aux yézidis parce qu'ils sont non musulmans, ils en veulent aux chiites parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant des musulmans dans l'orthodoxie, entre guillemets, de leur islam. Puis après, ils en voudront à d'autres musulmans. Même aux sunnites à la fin. En fait, bien sûr, à d'autres sunnites, mais ceci n'a pas de fin. Si vous voulez, le fanatisme n'a pas de fin. De même que le stalinisme voyait des déviationnistes partout, le wahhabisme à la mode qatari et saoudienne, lui aussi, ne voit que des déviationnistes. C'est une situation plus que dramatique qui se dessine devant nous en Orient et qui est malheureusement financée par une manne pétrolière immense. Au moment où le baril de pétrole est à plus que $100, vous imaginez la manne de pétrole qui est entre les mains de 2 États criminels, à savoir le Qatar et ses alliés, l'Arabie Saoudite et ses alliés. Alors, quels sont les ennemis et un peu une hiérarchisation dans les ennemis de la nation arabe, si on voulait... Écoutez, la nation arabe n'a de cesse d'avoir comme ennemi le sionisme et toutes les organisations internationales et les groupes de pression qui gravitent autour du sionisme, qui sont connus pour toutes ces sectes et tout ce qu'on appelle aussi à côté de ces sectes, ces groupes de pression, ces gens-là, il y a ce qu'on appelle les chrétiens sionistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent que
Ça, c'est surtout aux États-Unis, c'est tout ce qui est dérivé d'une mauvaise interprétation du protestantisme. Moi, évidemment, mon discours n'est pas contre les églises réformées du tout, mais certaines sectes qui sont dérivées des églises réformées, qui, sous l'impulsion de certains sionistes, certaines loges, certains groupes de pression bien déterminés, ont créé ce qu'on appelle les églises pentecôtistes, les églises, je ne sais pas, il y a tellement de noms, mais le nombre de ces individus est très puissant, et les anciens conseillers de M. George Bush, Dick Cheney et autres, et même il paraît que George Bush lui-même, George Bush fils lui-même, était influencé par ces sectes. Ces sectes constituent l'un des bras séculiers du sionisme. Leur projet fondamental est la division et l'émiettement du monde arabe, qui doit rentrer dans ce que Condoleezza Rice a clairement appelé le nouveau Moyen-Orient. C'est quoi le nouveau Moyen-Orient? C'est un nouveau Moyen-Orient émietté, partagé, divisé, où tout le monde tue tout le monde, où tout le monde s'étripe contre tout le monde, où les guerres sont infinies, pour le repos seulement d'Israël. Alors, l'exemple le plus frappant, si vous voulez, pour ne pas faire une digression, mais qui est quand même intéressant à signaler, c'est l'exemple de la Libye. Voyez-vous, indépendamment du fait qu'on ne peut pas être pour un homme qui était un dictateur fou, et moi je peux personnellement attester que l'équilibre psychologique de M. Kadhafi n'était pas tout à fait des plus normaux, mais d'ici à venir, faire une intervention militaire, et voir la France, qui du temps du général de Gaulle avait une politique arabe qui était une politique réfléchie, qui était une politique intelligente, indépendante. On avait la vraie France qui était dans son rôle historique, si vous voulez, dans son rôle historique fondamental, qui est en même temps d'assurer sa propre culture et sa propre civilisation, et d'un autre côté, d'avoir un interlocuteur de l'autre côté de la Méditerranée qui en même temps assure les intérêts de son pays, mais en même temps tend la main au seul État à qui on peut tendre la main, à savoir la France. Bon, maintenant, nous espérons qu'il y aura une nouvelle politique en Russie et que le président Poutine continuera vraiment à être l'ami des Arabes, comme actuellement sa politique en Syrie le montre. J'espère qu'il n'y aura pas de groupe de pression en Russie qui pousseront le président Poutine à changer de politique, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Donc il faut saluer la politique du président Poutine pour le moment, telle que nous la voyons actuellement. Donc si vous voulez, à partir du moment où nous avons clairement défini le projet, clairement défini qui est l'ennemi, on constate que c'est bien le Qatar qui est le pays qui a le plus de relations avec le soi-disant État d'Israël, qui lui est en train de financer tous ces groupes et tous ces mouvements, et qui leur fait une propagande. Faut-il rappeler que la télévision qui a le plus fait la propagande des islamistes pendant au moins une vingtaine d'années, c'est Al Jazeera. C'est vrai, et moi j'avoue très modestement, qu'au début, Al Jazeera avait aussi laissé la porte ouverte à certains nationalistes arabes. Il y avait parmi les programmes, certains programmes qui nous permettaient de nous exprimer, pour que les auditeurs ne soient pas complètement désinformés. Non, au début, c'était pas ça. Mais depuis 10 ans, la porte a été complètement fermée à tout nationaliste arabe. Et la chaîne est devenue une chaîne qui ne diffuse des informations qu'au service des frères musulmans. Les journalistes qui étaient de tendance nationaliste arabe ont été remerciés et ont été remplacés par des journalistes frères musulmans. Et je parle de Jazeera parce que Jazeera est l'une des chaînes d'information qui est actuellement l'une des premières parmi les pays arabes, peut-être l'une des premières au monde, que sais-je. La couverture de Jazeera est extraordinaire, oui. Alors évidemment, le Qatar, c'est cette manne pétrolière, cette manne financière. Le fonds souverain du Qatar est estimé à 380 milliards de dollars. C'est une somme colossale, faramineuse. Ajoutez à cela le troisième producteur de gaz au monde, la première chaîne de télévision et les meilleures relations possibles avec Israël. Vous voyez, donc comment un État qui se veut soi-disant islamiste a d'excellentes relations avec Israël et finance en même temps une soi-disant opposition syrienne qui, elle, n'a même pas la capacité de prendre pied en Syrie.
Ce qui est faramineux, c'est qu'on a été faire une conférence à Genève, soi-disant pour résoudre la question syrienne, et on a imposé à l'État syrien de négocier avec une opposition qui, elle, n'a pas de pied en Syrie. La soi-disant opposition qui est installée entre Ankara, Izmir et Istanbul n'a pas une base en Syrie. C'est-à-dire ils n'ont même pas un village où ils peuvent dire ce village est occupé par la soi-disant opposition syrienne qui a été imposée par les États-Unis et par la France. Que M. Fabius veuille bien nous expliquer où se trouvent les régions de ses alliés qu'il a reconnus et qu'il a reçus. Ou M. Ghalioun, qui s'exprime toujours à partir de Paris et qui se veut un éminent professeur à la Sorbonne, ou M. Ghalioun et ses alliés ont une base. Où est-ce qu'ils ont une ville? Où est-ce qu'ils tiennent une région? Ils sont bien logés, ils sont bien nourris. Si vous les regardez, ils sont bien portants. On a l'impression qu'ils vont bien. Au moment où la population syrienne meurt de faim, au moment où il y a déjà 1,5 million de réfugiés syriens au Liban, dans un pays qui en compte à peine 4 millions, et qui a déjà une surpopulation issue du fait qu'il y a un demi-million de Palestiniens, vous ajoutez à ça 1,2 million Syriens, vous voyez le pastis dans lequel se trouve le Liban. Alors, si M. Fabius trouve que ces gens-là sont aussi intelligents que ça, c'est que M. Fabius est vraiment le Talleyrand de la politique étrangère française. C'est faramineux ça. Après le Bernard-Henri Lévy et après le docteur Kouchner, on a maintenant M. Fabius qui semble continuer dans la même lignée. C'est la France du canal de Suez, ça, on est revenu à cette époque-là. Tout à fait. Entre M. Kouchner et M. Fabius, pour les affaires étrangères de la France, on est bien parti. Mais alors, quelle est selon vous l'explication de cet acharnement sur la Syrie? Et deuxième question, comment se fait-il que le Liban ne soit pas plus déstabilisé que ça encore par justement l'afflux de réfugiés Voilà, alors premièrement, pourquoi l'acharnement contre la Syrie? L'acharnement contre la Syrie a plusieurs raisons. Premièrement, la Syrie a hébergé pendant longtemps tous les mouvements antisionistes qui ont refusé les accords de Camp David, qui ont refusé les accords d'Oslo et qui ont surtout refusé les accords de Madrid. Et c'est là où l'Arabie Saoudite et le Qatar en voulaient à la Syrie. Le Qatar au début a essayé la politique de la carotte pendant des années. On a vu le Qatar essayer de faire des démarches vis-à-vis du Liban, de la Syrie, du Hezbollah, du Hamas, de tous les mouvements antisionistes. D'où le fait que Al Jazeera avait laissé une certaine fenêtre ouverte. Pour les attirer en fait. Pour les attirer. Puis, quand ils ont vu que la politique de la carotte n'allait pas aboutir, eh bien on a passé à la politique du bâton. Et si vous voulez, ce qui a fait le point charnel dans l'affaire, c'est la découverte récente d'immenses poches de gaz dans l'est de la Méditerranée. Ces poches de gaz se trouvent entre Gaza et le sud-est de la Turquie. Donc c'est entre les côtes de Chypre, de Syrie, de Liban, de la Palestine. L'entité sioniste a déjà commencé grâce surtout au champ qu'on appelle le champ lévitain à pomper le gaz. Le Liban, malheureusement, grâce aux problèmes politiques et grâce à cette classe politique pourrie et confessionnelle que nous avons, qui est vraiment le non-modèle d'un État, qui est des coteries, malheureusement, on n'a pas encore donné les licences. Évidemment, nous avons un problème de délimitation maritime avec l'entité sioniste, vous savez, parce que le Liban ne reconnaît pas ce qu'on appelle l'État d'Israël. Mais nous avons un armistice signé en 1949 avec Israël. Et il y a une ligne bleue qui détermine ce qu'on appelle une ligne de frontière provisoire, vu qu'il n'y a pas... Il y a un armistice, mais il n'y a pas de paix. Donc nous avons une ligne bleue, mais cette ligne n'est pas maritime, elle est territoriale. Alors, entre guillemets, la mauvaise volonté des sionistes dans leur État veulent empiéter sur les eaux territoriales libanaises. Et là, nous sommes en plein dans le droit international maritime, et le Liban est tout à fait en son droit d'avoir bien tracé sa ligne de frontière maritime. Et là, l'entité sioniste essaie d'empiéter à 80 km au nord vers le Liban. Et évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que selon les sociétés qui ont prospecté, c'est une des régions les plus riches en gaz.
Donc, alors, l'émir de Qatar était venu en Syrie proposer ses services au président syrien en lui disant nous allons faire un immense pipeline qui irait donc du Qatar, qui passerait par la Jordanie, par la Syrie et après directement vers Chypre et l'Europe. Le but de ce projet faramineux du Qatar était de relier le gaz du Qatar à celui donc de Syrie, de Méditerranée, avec Chypre pour aller en Europe, dans le but de contourner deux États, l'Iran et la Russie. Le président Assad, fidèle à son alliance avec l'Iran et avec la Russie, a refusé. Et à partir de ce moment, il fallait donc finir du régime syrien, ce que le Qatar s'est directement chargé de faire. Et il a commencé avec Al Jazeera de faire la fameuse campagne médiatique qui a abouti à ce que nous avons eu aujourd'hui en Syrie, la catastrophe syrienne. Ceci dit, je ne suis pas en train de dire que la Syrie est un régime démocratique modèle. Ça, personne ne le discute. Voyez. Même le régime syrien lui-même reconnaît qu'il y a eu certaines erreurs. Même le régime syrien lui-même reconnaît que la démocratie est un processus. Personne aujourd'hui, même en Syrie, ne dit qu'il est dans un état démocratique à la Suisse. Nous ne sommes pas en France. Il est vrai que la Syrie connaît des problèmes, et connaissait, mais des problèmes économiques, des problèmes financiers, des problèmes de liberté. Tout ceci, d'ailleurs, le Congrès national arabe, auquel j'appartiens et j'ai l'honneur d'appartenir, a depuis sa formation en 1999 et même en 2000, attiré l'attention des autorités syriennes, et pas seulement syriennes, toutes les autorités arabes, sur la nécessité d'avoir un régime vraiment démocratique. Parce que la démocratie est un gage de stabilité et d'unité contre des projets sionistes, contre les projets anglo-saxons, n'est pas une porte vers ces projets. Bon, ceci n'a pas été tout à fait, je dirais, n'a pas été tout à fait entendu. Vous voulez dire que c'est toujours les oligarchies locales qui trahissent les intérêts de la population? Absolument. En avec les... Absolument. Et puis, vous savez, encore une fois, le président Bachar al-Assad est un homme jeune relativement. Le processus démocratique en Syrie était un processus qui devait évidemment avoir un rythme que le Congrès national arabe et que le Centre national de recherche pour l'Union arabe auraient voulu plus rapide. Sûrement, on n'est pas là, si vous voulez, pour dire que la situation en Syrie était vraiment ce qu'on appelle idéale. Mais il était sûr que la Syrie avait un État, qui avait une industrie, qui avait une économie, qui avait beaucoup de tourisme. C'était un État à la limite où on pouvait pratiquer tout à fait sa liberté religieuse, culturelle et intellectuelle. Il est vrai que peut-être certaines réformes démocratiques étaient nécessaires. Certaines réformes démocratiques ont été faites. Les dernières élections se sont passées, étaient pluralistes, n'étaient plus selon l'ancien système. Mais de là à détruire l'État syrien, de là à détruire ce qui est encore pire, la composition ethnodémographique d'un pays tout entier. Quand vous déplacez 100 000 chrétiens de Homs, définitivement vers les régions côtières qui sont à majorité alaouite, vous êtes en train de porter atteinte à la constitution démographique qui s'est composée depuis au moins 2000 ans, pour ne pas dire plus, sans parler des époques précédentes. Quand il y a aujourd'hui en Syrie 4 millions de déplacés en dehors de la Syrie, entre le Liban, la Jordanie, l'Irak et la Turquie. À l'intérieur de la Syrie, il y a 6 millions de déplacés. Quand il y a jusqu'à maintenant 200 000 morts, est-ce que, sans parler de la dernière folie de celui qui se veut calife, qui est en train aussi de faire des massacres, pas seulement en Irak, qui fait des massacres en Syrie aussi, faut-il le rappeler. Donc, vous voyez, la Syrie, ça a été une vraie catastrophe. Et le Qatar et l'Arabie Saoudite en ont-ils vraiment conscience? Si c'est ça ce qu'ils veulent? Parce que chacun de son côté mène une alliance qui ont fait ce désastre. Je m'explique si vous voulez bien. Il y a en fait deux alliances. Il y a une alliance qui regroupe le Qatar, donc la Turquie et les frères musulmans, avec le régime tunisien. Et une autre alliance qui regroupe l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'armée égyptienne, la Jordanie, et qui constitue une deuxième alliance. Cette deuxième alliance a aussi sa chaîne d'information. C'est Al Arabiya. Elle est moins connue qu'Al Jazeera, mais elle est aussi financée. Et c'est une guerre entre les deux.
chaîne aussi qui se produit. Où la guerre entre ces deux camps se manifeste d'une manière la plus spectaculaire. Elle se manifeste dans deux pays. Elle se manifeste en Libye, elle se manifeste en Égypte. Les frères musulmans étaient au pouvoir. Il est clair que c'est l'Arabie Saoudite qui a aidé l'armée en payant environ 12 milliards de dollars pour faire un coup d'État contre le président frère musulman, à qui le Qatar avait octroyé 8 milliards de dollars. Donc c'est 8 milliards de dollars contre 12 milliards de dollars. Les 12 milliards ont prévalu sur les 8. Et c'est comme ça que l'armée égyptienne aujourd'hui tient le pouvoir. Et les frères musulmans font une opposition. Évidemment, cette lutte de pouvoir entre les Qataris et les Saoudiens existe en Syrie à travers... chacun a sa propre clientèle dans ce qu'on appelle l'opposition syrienne. Mais les deux sont d'accord contre le régime syrien et la troisième alliance, qui, elle, regroupe sûrement le Hezbollah, la Syrie, qui regroupe l'Iran, la Russie, et on peut dire d'une certaine manière, le soi-disant gouvernement qui est installé à Bagdad se sent proche de cette alliance, mais pour des raisons confessionnelles, pas pour des raisons de principe. Voyez, les Américains ont installé avec les Iraniens un régime à Bagdad qui a détruit toute l'infrastructure du pays et qui a introduit le démon du confessionnalisme en Irak. Voyez, nous au Liban, nous avons le démon du confessionnalisme. Ça fait 70 ans qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Eh bien, les Américains, quand ils ont détruit l'État irakien, encore faut-il rappeler que les Américains ont détruit l'État irakien et ont détruit l'armée irakienne, qui est l'une des plus vieilles armées de cette région. L'armée américaine a été formée irakienne a été formée en 1920. Et les Américains l'ont dissoute lorsqu'ils ont occupé le pays en 2003. Ça, c'est un des plus grands crimes contre l'humanité qui a été fait par Paul Wolfowitz et qui a été fait par Bremer et qui a été fait par l'équipe sioniste de Wolfowitz et de toute cette clique que vous connaissez mieux que moi. Alors, quelle est la stratégie des Américains dans la région? Est-ce que c'est le chaos contrôlé, comme certains disent? C'est-à-dire de faire fabriquer des alliances temporaires avec des gens qu'on frappera le lendemain? Tout à fait. C'est ce qui se passe. Actuellement, je crois que la politique américaine est une politique assez laxiste. C'est-à-dire que la politique de l'actuelle administration part du principe, entre guillemets, du laisser faire, laisser aller. C'est-à-dire, bon, on va les laisser s'entretuer, puis on verra ce que ça va donner, et on décidera après. Évidemment, cette politique n'est pas du goût des républicains qui actuellement se préparent à une bataille pour les élections sénatoriales de novembre 2014, qui sont des élections importantes, c'est les élections de mi-mandat. Et les républicains sont contre cette politique. Évidemment, si on constate, même à l'intérieur de l'administration démocrate elle-même, les déclarations de Mme Hillary Clinton, qui était ministre des Affaires étrangères, qui reproche au président américain de ne pas avoir armé la soi-disant opposition modérée à l'époque. Mme Clinton est en train de dire ce fanatisme aujourd'hui est le fruit de la politique de l'administration américaine. Mme Clinton reproche à sa propre administration, donc cette erreur stratégique de ne pas avoir arrêté au bon moment le fanatisme religieux en ayant recours au soi-disant modéré, si vous voulez. Donc, la politique américaine actuellement me semble partir du principe on laisse faire, on laisse aller. Puis si jamais quelqu'un dépasse les bornes, comme ce qui est actuellement le cas de ce criminel, qui était d'ailleurs, faut-il le rappeler, en prison à Abu Ghraib, que les Américains ont attrapé. Le soi-disant calife a été en contact avec les Américains. Ça, il est très important de le dire et de le signaler. C'est la stratégie qu'ils ont partout. Enfin, même en ex-Yougoslavie, on a eu la même chose. Tout à fait. Mais donc, on ne peut pas penser que c'est de la naïveté, quoi. Non, c'est ce que Condoleezza Rice avait déjà appelé dans le temps, ce qu'on appelle la pagaille novatrice. C'est-à-dire la pagaille qui donne naissance à quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. C'est le terme, je traduis textuellement, la pagaille novatrice qui donne naissance à quelque chose de nouveau. C'est le terme utilisé, et je crois qu'on y est. C'est-à-dire que cette pagaille, par rapport à eux, va entraîner mort et destruction, et partage, et haine, et séparation, et tout.
Et donc, ceux qui tirent leur épingle du jeu sont évidemment les Américains et les sionistes, ça va sans dire. Est-ce qu'on peut penser que dans cette stratégie, il y a l'idée donc que tout soit émietté afin qu'émerge justement le Grand Israël et au milieu du chaos en fait? Parce que Oui, sans ça, le Grand Israël ne peut pas vraiment se faire. En fait. tout à fait, tout à fait. Ce que, vous savez, la notion que vous venez d'évoquer est tout à fait correcte. Comment? Aujourd'hui, le sionisme est un mouvement qui évolue. Au début, le Grand Israël était territorial, c'est-à-dire si vous prenez les plans présentés par l'Organisation sioniste mondiale à Versailles, au négociateur de Versailles en 1920, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ce que le Congrès juif mondial et l'Organisation sioniste mondiale ont demandé aux négociateurs à Versailles, c'était la région qui s'étend de Saïda, au Liban, jusqu'au mont Hermon, en arrivant aux portes de Damas, les deux rives du Jourdain, jusqu'au début du Sinaï, le Sinaï n'étant pas inclus. C'est pour ça que vous avez constaté qu'il y a eu à un certain moment un juif fanatique qui s'appelait Jabotinsky, dont Begin, l'ancien soi-disant Premier ministre, était l'un des disciples les plus favoris, était tiré sur les Anglais. Pourquoi? Parce que les Anglais, quand ils ont fait les accords Sykes-Picot et qu'ils ont pris cette région qui englobe aujourd'hui l'Irak, la Palestine et la Jordanie, ils ont délimité l'État, le soi-disant futur État qu'ils allaient donner aux Juifs, et ils l'avaient amputé donc de la rive est du Jourdain et d'une partie du mont Hermon qui a été donné à la Syrie et du sud Liban jusqu'à Nakura, or que les sionistes voulaient avoir jusqu'au Litani, jusqu'à un fleuve libanais qui s'appelle le Litani, qui se trouve au nord de la ville de Saïda. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment, une partie du mouvement sioniste était contre les Anglais, qui ont, eux, fait le sionisme et qui les ont aidés à s'implanter en Palestine, parce que justement, ils considéraient que les frontières n'étaient pas ce qu'ils voulaient. Maintenant, à mon avis, l'évolution, c'est que les sionistes veulent aller vers le grand Israël au niveau économique et politique. D'où, si vous voulez, ce qui est très important, ils veulent avoir des accords économiques avec les pays arabes. Ils veulent, eux, se substituer aux relations euro-arabes et eux devenir le seul pont qui puisse être ou exister entre les Arabes et les musulmans en général, et l'Europe et l'Occident en général. Donc ils veulent à tout prix, eux, avoir la même mise économique et politique sur toute la région, et à partir de là, le Grand Israël devient un État, pas seulement géographique, il devient un État géographique, mais un super État financier, politique. Et quand vous savez combien cette organisation sait manipuler l'argent, les actions, et tout ce qui est pouvoir économique, vous voyez qu'effectivement, le plan du Grand Israël est malheureusement, pour le moment, en train de... En plus, est-ce qu'il n'y a pas une certaine même accointance idéologique entre un certain protestantisme, le wahhabisme, qui voit aussi dans le fait de l'enrichissement matériel comme le fait d'être presque élu par Dieu, et certaines visions du judaïsme aussi qui voient ça, qui voient la richesse matérielle comme quelque chose de positif, alors que plutôt les chrétiens, nous le voyons, nous, comme quelque chose de généralement négatif. Absolument. Vous savez, le fanatisme qui se trouve dans le wahhabisme rappelle tout à fait cette vision étriquée du sionisme, et qui se base sur le phénomène matériel et qui est surtout très matériel. Il n'y a aucune spiritualité, ni dans le fait de considérer que Dieu a donné des territoires à certaines personnes et leur a demandé de tuer des autres. Et dans le wahhabisme, le même message se trouve. Dieu permet de tuer ceux qu'on considère comme étant non conformes à la stricte application d'une charia qui, vue par les wahhabites, est une charia moyenâgeuse qui n'a rien à voir évidemment avec l'essence même de l'islam, qui n'est pas ce que le wahhabisme présente et ce que le wahhabisme essaie de promouvoir. C'est tout à fait clair. Donc on va dire la manche successive, c'est quoi selon vous maintenant? Enfin, qu'est-ce qu'on va assister dans les prochains mois? Parce que finalement, on nous avait dit que Bachar al-Assad allait presque tomber rapidement, puis il est toujours là. Donc, enfin, Alors, non seulement il est toujours là, si vous voulez, ce qui est très important, il est toujours là. Il tient les principaux actes routiers du pays.
il tient les principales villes du pays, il tient les ports et les aéroports du pays, et il les relie ensemble. Non seulement l'État syrien continue à avoir sa monnaie, qui a toujours cours. Il est vrai qu'elle a subi une dévaluation. L'État syrien continue à assurer tous les services publics. Donc nous avons un État qui, malgré la guerre qu'on lui fait depuis 3 ans, est toujours là, est toujours debout, toujours structuré. Il y a toujours les écoles qui fonctionnent, les universités. Il y a, évidemment, je ne suis pas en train de dire que la situation politique, économique et sociale en Syrie est merveilleuse. Il y a des problèmes de pénurie d'électricité, d'eau, il y a des problèmes de ravitaillement en gaz, d'essence. Vous voyez, la Syrie est un pays du tiers-monde aussi, c'est un pays du tiers-monde en guerre, ceci il ne faut pas l'oublier, mais il y a toujours un État en Syrie. Tandis qu'en Libye, l'État que M. Kouchner et M. Blair et tout ce beau monde nous avaient présenté comme étant la vitrine de la soi-disant démocratie arabe, nous voyons que c'est un État qui est revenu à l'époque qui existait, qui prévalait avant les Romains, et même peut-être avant les Grecs. C'est-à-dire dans un État où on ne peut même pas parler d'État tribal, parce que les tribus ont des règles. Or que ce qui se passe en Libye, il n'y a même pas de règles pour parler d'État tribal. C'est vraiment, vraiment... Harlem, c'est vraiment l'État gangster, c'est vraiment le western américain transposé de l'autre côté de la Méditerranée. C'est ahurissant de voir les deux exemples qu'on nous donnait, la Libye et la Syrie. Eh bien voilà, ça c'est le modèle américain, et ça c'est le modèle que l'alliance qui s'oppose à l'influence américaine dans la région. Ah, voilà. Donc la Syrie aujourd'hui continue à avoir de grands défis, surtout au nord, justement au nord, à côté de la Turquie. Quand je dis le nord, c'est la Turquie. La ville qui a été la plus frappée et la plus détruite, c'est Alep. Et aussi, quand je parle d'Alep, aussi je parle des églises d'Alep. Et pas seulement des églises d'Alep, il y a aussi des mosquées à Alep qui ont été détruites. Il y a le vieux souk d'Alep qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un chef-d'œuvre, un patrimoine de l'humanité qui a disparu, complètement brûlé. Il y a aussi une industrie. Il faut dire aussi, il y avait à Alep était la capitale économique et industrielle de la Syrie. Toute l'industrie d'Alep a été détruite. Et Alep est une très grande ville qui regroupe une minorité très importante de chrétiens et surtout d'Arméniens. Pourquoi d'Arméniens? Parce que quand les Turcs ont massacré les Arméniens, ils les ont chassés de leur Arménie natale, ils les ont refoulés vers les faubourgs d'Alep, et c'est devenu un des quartiers d'Alep. Donc il y a aussi, on pourchasse les Arméniens maintenant, pas seulement dans ce que fut leur territoire, leur berceau historique, mais même en Syrie, au nord de la Syrie. Donc le cas de la ville d'Alep est à signaler. La ville d'Alep est toujours divisée en deux. Les bandes armées sévissent toujours dans une partie d'Alep. Bon, maintenant, ils ont un problème entre eux, c'est que le soi-disant calife est en train de liquider ses soi-disant propres alliés. Donc, si vous voulez, ça se complique beaucoup pour ceux que les Américains ont installés dans les hôtels d'Istanbul, d'Ankara et d'Izmir, parce qu'ils sont en train, alors, tout à fait de ne plus avoir aucune présence sur le territoire syrien, mais ils sont en train de perdre tout. L'armée syrienne fait face donc à cette menace intégriste. Bon, évidemment, le territoire syrien, c'est 185 000 km. Bon, ce n'est pas rien. C'est des étendues énormes. C'est des montagnes, des vallées. Donc, si vous voulez, entre l'anti-Liban, où actuellement l'armée libanaise aussi fait face à ces bandes, et l'est de la Syrie, et le nord et Alep, sans oublier le sud, où le régime jordanien aussi a ses affidés parmi la soi-disant opposition, il faut dire que la tâche de l'armée syrienne est loin d'être facile. Bon, pourquoi le Liban a pu résister jusqu'à maintenant? Pour deux raisons principales. La première, c'est que les Libanais ont connu quand même 15 ans de guerre. Ils ont connu 200 000 morts. Donc, si vous voulez, les Libanais ne sont pas enclins d'aller directement dans un conflit, malgré les clivages politiques et confessionnels qui malheureusement ont été importés grâce au même groupe. Faut-il rappeler que les Saoudiens et les Qataris financent aujourd'hui au Liban le fondamentalisme et même certains
partis qui se veulent modérés sont tous financés, et certaines alliances politiques sont financées par les Saoudiens et les Qataris. Les Qataris et les Saoudiens financent des soi-disant très très modérés, jusqu'aux plus fanatiques avec leurs barbes les plus longues. Tout ça est financé par l'Arabie Saoudite. Donc oui, les clivages qui sont en Syrie, en Irak, les alliances que j'ai évoquées tout à l'heure, existent tous au Liban. Mais au Liban, premièrement, l'armée libanaise est toujours unie. L'armée libanaise a toujours le contrôle sur le territoire libanais. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que le Hezbollah aussi est là pour empêcher les intrusions des Wahhabites et des salafistes à partir des régions de l'Est et du Nord du Liban qui sont en frontière avec la Syrie et où le Hezbollah a une présence significative. J'ai parlé de ma région natale qui est la Bekaa, où le Hezbollah a son berceau et il a la capacité militaire d'empêcher les intrusions wahhabites à partir de l'anti-Liban en Syrie vers la plaine de la Bekaa et vers le Liban. Donc, si vous voulez, les deux éléments de stabilité actuellement au Liban, c'est l'armée libanaise avant tout, c'est le Hezbollah et la clairvoyance du chef de ce parti qui est Cheikh Hassan Nasrallah, qui est une des personnalités arabes, à mon avis, aujourd'hui, qui est la plus clairvoyante, la plus sage, et qui sait en même temps manier la modération et la fermeté en même temps, et qui reconnaît l'ennemi et le montre toujours du doigt, et ne se trompe pas d'ennemi. C'est ce qui a distingué Hassan Nasrallah et qui a permis au Hezbollah de devenir, tout en étant un parti qui a, si vous voulez, une conception, de devenir l'un des partis aujourd'hui qui a à la tête d'une alliance qui regroupe des partis non religieux, qu'ils soient nationalistes arabes, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient même chrétiens modérés. J'ai parlé du général Aoun et son groupe, de M. Frangi et son groupe. Donc le Hezbollah est à la tête d'une alliance aujourd'hui au Liban qui est formée de nationalistes arabes, de partis de gauche, de partis chrétiens modérés, de personnalités qui refusent l'influence saoudienne et qatari et américaine au Liban. Et cette alliance, elle est très forte, elle est très puissante, elle a ses députés, elle a sa présence au Conseil des ministres, au Parlement. C'est vrai que le Liban n'est pas dans ses beaux jours parce que nous n'avons pas de président de la République. Malheureusement, nous n'avons pas pu élire un président de la République. Le Parlement aussi aurait dû voir son mandat terminé depuis 1 an et demi. Le mandat du Parlement a été prolongé. Tout ça n'est pas tout à fait constitutionnel, je l'avoue, mais au moins, il faut dire que pour le moment, le Liban échappe à cette fournaise, échappe à cette folie générale qui sévit au Moyen-Orient, malgré les attentats terroristes qui ont eu lieu en juin, malgré... Bon, je ne vais pas m'étendre sur ça, on a pu contrôler, ça a été contrôlé, ça a été endigué. Le Liban a pu échapper à toutes ces... aux affres de la guerre de Syrie et d'Irak. Qu'est-ce qui a fait l'évolution du Hezbollah depuis les années 80 où il était beaucoup plus confessionnel de sa manière? Tout à fait. Alors, voyez, cher ami, ce qui distingue un parti politique comme le Hezbollah des frères musulmans, c'est quand le Hezbollah a pris la décision. Le Hezbollah, quand il a été formé en 83, l'entité sioniste occupait le tiers du Liban. Et à cette époque, faut-il rappeler aussi, ils ont provoqué la guerre religieuse entre les Maronites et les Druzes, qui a été, à mon avis, à la base d'une des plus grandes migrations de chrétiens libanais de la fin du XXe siècle, qui a vu aussi la disparition de 2000 à 3000 chrétiens qui ont été massacrés. Et qui ont été massacrés, on se demande par qui. Parce qu'à ce moment-là, l'armée israélienne venait de se retirer. Est-ce que parmi ceux qui ont commis des massacres, il y a des Druzes israéliens? La question reste posée. Le fait est que quand le Hezbollah s'est formé, il a été une milice qui avait une consonance religieuse, et même confessionnelle, il faut reconnaître les choses. Du temps du premier secrétaire de ce parti, qui était Toufaili, le comportement de ce parti n'était pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler tolérant. J'en connais quelque chose. Je ne vais pas m'étendre sur la question, ce n'est pas le but de l'interview. Mais petit à petit, la grande décision qui s'est posée au Hezbollah était la suivante. Il y a sur le sol libanais un ennemi historique qui occupe le Liban, qui est Israël.
Est-ce que le Hezbollah va faire la guerre aux Libanais ou va faire une résistance contre l'occupant sioniste qui occupe et détruit le Liban? La décision prise par le Hezbollah, c'est de libérer son pays, de libérer sa patrie et de botter les sionistes hors du Liban sans condition. Et ça, c'est très important. Je m'explique. Quand les sionistes ont quitté le Liban en 2000, ils ont quitté le Liban, ils n'ont pas pu imposer une condition aux Libanais. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes libres d'en faire entrer autant de soldats que nous voulons sur notre territoire, là où nous voulons. Or, les accords de Camp David ont vu le nombre de soldats égyptiens limité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sinaï est devenu une pépinière de djihadistes et de fondamentalistes, de trafiquants en toutes sortes, parce que l'État égyptien a une souveraineté limitée sur le Sinaï. Tandis que nous, quand on a libéré notre territoire sans condition, le Hezbollah a payé 1250 martyrs pour ça. Il ne faut pas oublier. Le Hezbollah a donc changé. Quand il a orienté son fusil contre le sionisme, contre la politique judéo-américaine qui veut détruire la culture arabo-musulmane et surtout chrétienne aussi, le Hezbollah a compris que le chrétien arabe et que le nationaliste arabe, que le laïc arabe, le laïc libanais, s'il était antisioniste, c'était son allié. Donc, il a changé. Il a fait une grande ouverture. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui le Hezbollah est devenu un parti laïque. Je ne dis pas ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Le Hezbollah, lui, continue dans sa pratique à être toujours un parti croyant. Les membres du Hezbollah sont des gens qui appliquent leur religion, mais qui sont tolérants et qui sont alliés des autres, qui aident aujourd'hui à la construction des églises, qui sont tout à fait alliés à des partis nationalistes arabes comme le parti Baas, comme le parti des Nassériens, 4-5 partis nassériens, je ne vais pas les citer tous pour ne pas combattre le temps de l'interview, sans parler aussi du Parti national social syrien, qui est aussi allié du Hezbollah, qui est un parti aussi laïque, et aussi, il ne faut pas oublier les partis de gauche aussi, qui sont aussi des alliés du Hezbollah. Le Hezbollah a changé parce qu'il s'est orienté vers le véritable ennemi. Tandis qu'en Égypte, quand on a vu M. Morsi envoyer une lettre disant à M. Shimon Peres, qui a fait le massacre de Cana au Liban, Cana qui a vu le massacre de centaines de personnes qui étaient réfugiées dans une base de l'ONU. Il faut rappeler. Oui. Oui, ça, c'est très important. Alors, quand M. Morsi envoie une lettre de créance par l'intermédiaire de son ambassadeur en disant à M. Peres, vous êtes un homme magnifique, vous êtes mon ami, vous êtes un grand homme de paix, à partir de ce moment, vous comprenez que les frères musulmans ont choisi d'orienter leurs armes vers l'intérieur de l'Égypte, vers la société égyptienne, vers des lois sectaires, et de tendre la main aux sionistes, aux Turcs et aux Américains. À partir de ce moment, vous voyez la différence entre le Hezbollah et les frères musulmans. De là, le Liban qui a réussi, et de là, la Libye, l'Égypte, et là où ces messieurs ont malheureusement eu la possibilité de mettre la main dessus, le feu qui est partout. Voilà, c'est une comparaison très significative et très importante à signaler. Donc le critère, pour reconnaître la sincérité de ces mouvements, c'est de voir s'ils s'attaquent au sionisme ou à leur propre population au final. Tout à fait. Quand vous vous attaquez aux Coptes, quand vous discutez au Parlement le fait de savoir si on peut faire l'amour à une femme défunte pour lui dire au revoir, et qu'on s'attaque aux Coptes et qu'on décide s'il faut permettre aux Coptes de rénover leurs églises ou pas, quand on discute de savoir ce qu'il faut fermer ou pas pendant les heures de prière, si on discute de ça au Parlement, à la place de discuter de la manière dont il faut finir de Camp David, de la manière dont il faut reconstruire l'économie égyptienne, de la manière dont il faut profiter de la pétrolière et de l'eau, et qu'on profiter du Nil. Quand les frères musulmans ont un projet de nouveau reprivatiser le canal de Suez, quand c'est ce genre de projet que vous discutez au Parlement, vous aboutissez à une catastrophe. Tandis que quand vous avez une décision d'être un État indépendant, comme l'a fait le président Nasser dans le temps, un État indépendant qui était un État indépendant et ami de la France. Faut-il rappeler que le président Nasser a fondé le mouvement des non-alignés. Et le président Nasser a eu à souffrir des communistes beaucoup plus que d'autres régimes qui, eux, étaient monarchistes. Faut-il rappeler qu'à un certain moment, les partis communistes arabes n'avaient de haine que pour Nasser, plus que pour d'autres monarchies.
Or, le président Nasser, lui, avec les non-alignés, a tenu la barre au milieu. Il a refusé d'être ni dans ce camp, ni dans ce qui lui a valu la haine des communistes, qui après ont choisi une autre politique beaucoup plus intelligente qui a eu ses effets. Mais là, je crois qu'on s'éloigne un peu de notre sujet. Mais, pas forcément, parce qu'on pourrait peut-être aborder un peu cette question, c'est la question du nationalisme arabe en fait, c'est-à-dire un peu peut-être d'où vient le nationalisme arabe et est-ce qu'il a une filiation avec l'Europe en fait, avec le nationalisme européen ou Alors, est-ce que c'est deux phénomènes distincts? non, écoutez, le nationalisme arabe est dans sa forme la plus récente. Premièrement, le nationalisme arabe est un phénomène, si vous voulez, récurrent. Si on prend certains poètes au Xe siècle, on voit que dans leurs poèmes, dans leur poésie, je parle d'un grand poète qui est connu dans le monde, même en Occident, c'est Al-Mutanabbi, qui est un des plus grands poètes arabes, et a déploré le fait que certaines tribus turcomanes avaient le pouvoir sur le calife, et sur le califat, et que les Arabes étaient devenus des quantités négligeables dans leur propre empire. Et là, il y a des relents d'appel à l'unité et tout. Mais dans une phase récente, pour ne pas faire maintenant une très longue histoire, oui, effectivement, le siècle, qui est le siècle des nationalismes, a vu, à l'intérieur surtout de cet empire ottoman sclérosé, complètement moyenâgeux, complètement failli, la naissance d'une jeune élite, influencée sûrement par l'Europe, qui était essentiellement formée de ce qu'on appelait dans le temps les Levantins ou les Damascins, c'est-à-dire aujourd'hui les Libanais, les Syriens, les Jordaniens, les Irakiens, surtout des chrétiens, qui disaient il est temps de revenir aux heures de gloire de ce que furent les Arabes du temps des Abbassides, du temps des Omeyyades, du temps de Grenade, du temps de l'Andalousie, et ce qu'on appelle le renouveau, d'où un des partis qui a été fondé par un chrétien qui s'appelait Michel Aflaq, qui a fondé un parti qui s'appelle le Parti du renouveau arabe. Donc le parti veut dire le renouveau, renaissance. Il a fondé le parti de la renaissance arabe, Michel Aflaq, qui est d'ailleurs un chrétien de Damas, un chrétien orthodoxe damascen, qui a fondé le premier parti, c'est le parti du renouveau nationaliste arabe. Évidemment, bien avant, ma famille a participé à beaucoup de groupes qui ont formé, même à Paris, le congrès arabe de 1913, qui s'est réuni boulevard Saint-Germain en 1913, avait demandé à l'époque la création d'un empire bicéphale selon le modèle austro-hongrois, qui verrait la naissance d'un nouvel empire turco-arabe, dans lequel ce qu'on appelle les régions en arabe, les wilayets arabes auraient leur indépendance, leur possibilité de développement, un peu comme les Hongrois à l'intérieur de ce que fut à l'époque l'Empire austro-hongrois. Donc, si vous voulez, cette tradition qui s'est développée petit à petit en Égypte a été sûrement encouragée par l'émergence du nationalisme au début du XXe siècle en Europe, que ce soit en Italie, en France ou en Allemagne. Ceci s'est beaucoup développé pendant les années 30, 40. Et il y a eu le mouvement des nationalistes arabes fondé aussi par un chrétien, le Dr Georges Habash. Dr Georges Habash, qui lui est palestinien, de la ville de Lod, voyez, et qui est orthodoxe. Ouais. Voyez, donc, sans compter aussi d'autres groupuscules qui ont aussi été fondés, et dont la plupart étaient fondés par des chrétiens. Et évidemment, l'apparition de Nasser, qui a vraiment donné au mouvement nationaliste arabe toute sa force et toute sa dynamique. Bon, évidemment, il serait regrettable et inutile de rentrer dans des conflits qu'il a pu y avoir entre nassériens et bassistes, entre le mouvement nationaliste arabe et bassiste, entre les bassistes eux-mêmes. Mais il est peut-être intéressant de rappeler qu'à un moment donné, il y a eu une république arabe unie, en fait. Tout à fait, à 61, pendant 3 ans. Voilà, c'est une chose qu'il faudrait rappeler, c'est que les Syriens, ou ce qu'on appelle les Syriens actuels, parce que le terme Syrie a évolué, si vous revenez au père jésuite Henri Lamens, qui a écrit un très beau livre, La Syrie. Il y a un de mes ancêtres qui a écrit aussi un livre qui s'appelle La Syrie de demain. Le mot Syrie, à l'époque, la terminologie voulait dire le Levant. C'est-à-dire
ce qui va de la ville de Gaza jusqu'à la région d'Alexandrette que j'évoquais au début de notre interview, si vous vous rappelez. Ça, c'est le Levant, ou ce qu'on appelle la Syrie. Donc, si vous voulez, cette Syrie, elle, en 1918, elle plébiscite un émir qui s'appelle Faisal, à qui les Occidentaux avaient promis, puisqu'on parle du nationalisme arabe, les Occidentaux avaient promis la création d'un État arabe uni et avaient déterminé dans les correspondances entre le shérif Hussein, le père du roi Faisal, et MacMahon, dans la correspondance de 1915, il était clairement dit et établi qu'il y aurait un royaume arabe que les Hachémites allaient pouvoir gouverner, qui s'étendait d'Alexandrie, qui s'étendait donc du golfe d'Antioche jusqu'aux confins du Sinaï, jusqu'à toute la presqu'île arabique. Ceci a été clairement promis par Lord Kitchener et par MacMahon aux Arabes quand ils ont fait la grande révolution de 1916 contre les Ottomans. Et c'est documenté. Cette lettre a été pas respectée. Voilà. Donc les Syriens ont plébiscité en 1918 Faisal, qui était un prince qui venait du Hejaz. 30 ans après, ces mêmes Syriens ont plébiscité Abdel Nasser et ont fait la République arabe unie avec une unanimité rarement vue. Quand le président Nasser est venu à Damas, sa voiture a été portée pendant des kilomètres et des kilomètres. La population était dans une liesse folle. La République arabe unie a été une réalité. Je ne dis pas, encore une fois, vous savez, il n'y a pas de situation idéale dans le monde. Je ne crois pas que depuis que l'homme est homme, qu'il a pu faire un État ou un royaume idéal, contrairement à ce que pensent certains marxistes ou certains communistes. Et ceci n'existera jamais. Donc oui, la République arabe unie a été un acte majeur dans la vie des Arabes, a été le pôle d'attraction des millions d'Arabes. Et ça a été un grand défi. Il est clair que, évidemment, unir deux populations qui, pendant 1000 ans, ont été séparées, qui ont quand même quelques traditions qui sont différentes, n'est pas chose aisée. Vous avez la corruption existe partout. Les officiers véreux, c'est pas seulement des Arabes, c'est un phénomène peut-être tiers-mondiste et peut-être plus, je ne fais pas m'étendre sur la question. Donc oui, il y a eu des fautes, oui, la République arabe, mais d'ici à détruire la République arabe unie par un coup d'État nocturne, financé et armé par le roi d'Arabie Saoudite et par le roi de Jordanie, qui ont payé 12 millions de livres sterling d'or aux officiers putschistes. Et le roi de Jordanie avait massé 6 divisions blindées à la frontière syrienne, et il y avait un piège. Si l'armée égyptienne allait essayer de débarquer pour remettre en ordre l'unité et empêcher les mutins de continuer leur mutinerie, l'armée égyptienne qui a été détruite en 67 allait être détruite en 61. Et c'est bien, le roi d'Arabie lui-même, qui quelques mois après a été destitué, a été se réfugier au Caire et s'excuser auprès du président Nasser en lui disant « Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir fait le coup d'État ». Il lui a dit, le président Nasser, ça vous a coûté 6 millions de livres or. Il lui a dit « Non, Monsieur le Président, ça m'avait coûté 12 millions de livres or ». C'est le roi d'Arabie qui a été destitué, qui a été lui-même au Caire s'excuser et avouer avoir financé le coup d'État. Est-ce que ceci ne vous rappelle pas aujourd'hui la guerre qui se déroule en Syrie? Est-ce que ceci ne nous rappelle pas ce qui se passe actuellement? A suivi un coup d'État de certains officiers mutins qui étaient des officiers financés, comme je disais, par l'Arabie Saoudite, et organisés par la Jordanie et la CEA. Mais ce qui est quand même à signaler, c'est que le premier État à avoir reconnu la scission et les officiers putschistes et sécessionnistes, ça a été l'Union soviétique. L'ambassadeur d'Égypte ou de la République arabe unie a été convoqué le matin même, c'est-à-dire le coup d'État a eu lieu à 4 heures. À 8 heures, l'ambassadeur de la République arabe unie a été convoqué aux affaires étrangères à Moscou et on lui a clairement signifié qu'un coup d'État entre guillemets patriotique venait d'avoir lieu à Damas et qu'à partir de ce moment, il représente l'Égypte et plus la République arabe unie. Alors il leur a dit, bon, je vais me référer à mon gouvernement. La réponse a été encore plus dure. C'est une décision que vous devez communiquer. Vous n'avez
pas à vous référer à votre gouvernement, vous lui communiquez simplement ceci. Point barre. Donc le premier État à avoir reconnu Israël en 1948, c'est l'Union soviétique. Et le premier État à avoir reconnu le coup d'État putschiste qui est à la base de la fin de la première tentative d'unité arabe et qui a été le début de toutes les catastrophes que les Arabes ont connues, c'est l'Union soviétique. Faut-il encore le préciser? Donc, pourtant, dans la mémoire collective, c'est l'Union soviétique qui appuyait ensuite les mouvements d'indépendance arabe. Vous savez, le problème est que par rapport aux soviétiques et aux communistes d'une manière générale, le nationalisme arabe devait être, selon leur conception, une étape vers le marxisme. C'est-à-dire que, par rapport à eux, tout mouvement national devait devenir, en fin de compte, un mouvement communiste, à la façon cubaine, ou chinoise, si vous voulez, si on peut, ou vietnamienne. À partir du moment où le président Nasser... Le but, c'est l'international, c'est pas le national. Voilà, le but chez eux, c'est de passer, que le nationalisme est une étape. Donc, à partir du moment où le président Nasser fait des réformes économiques, c'est vrai qu'elles ont été en majorité des réformes réussies, mais pas toutes. Il faut quand même de nouveau redire une chose, nous avons fait notre propre autocritique, les nationalistes arabes depuis plus de 30 ans ont fait leur propre autocritique, il y a eu des expériences ratées, mais il y a eu globalement une expérience qui a fait passer l'Égypte d'un État moyenâgeux à un État qui était devenu à la tête d'un grand mouvement comme les non-alignés, un État industriel, un État qui avait même une énergie atomique. L'Égypte, à la fin des années 70, avait connu le barrage d'Aswan, était un pays qui était devenu industrialisé, qui avait une industrie lourde, qui avait l'électricité, qui avait un réseau routier, un réseau d'eau et un réseau d'eau usée, un État industriel, un État qui était devenu un État moderne, et tout ça en l'espace de 18 ans avec 4 guerres. Donc si vous voulez, si on veut faire le bilan de 18 ans de régime nationaliste arabe, de 52 à 70 au moment où le président Nasser décède, les nationalistes arabes sont fiers de leur bilan. Ça va sans dire. Mais évidemment, comme je vous disais avant, nous n'avons pas de situation idéale dans le monde. Évidemment. Donc le nationalisme arabe est très fier de son expérience, très fier de sa tentative. Évidemment, les deux autres régimes nationalistes arabes, que ce soit en Syrie ou en Irak, ont fait des avancées, ont fait du progrès. On a vu aujourd'hui, depuis que le Baas n'est plus au pouvoir en 2003, quand les Américains ont dissous l'État irakien, l'armée irakienne et un parti politique irakien. Le parti politique irakien a été dissous. Ça me rappelle un peu la démocratie, les démocrates en 1945, comment ils ont été très très démocrates en Europe. Bon, pour ne pas revenir très longtemps sur certaines phases de l'histoire. Mais le parti Baas a été interdit. Et ceci a été remplacé par quoi? Par des partis communautaires. C'est-à-dire, M. Bremer est venu dire en Irak, voilà, on va donner 13 ministres aux chiites, 4 ministres aux sunnites, 4 ministres aux kurdes, un ministre aux chrétiens, un ministre aux yézidis, et autant de députés. Et aujourd'hui, on a fait de même. Le président de la République est kurde, le président de la Chambre est sunnite, le premier ministre qui tient le pouvoir réel est chiite, et chacun d'eux a deux vice-présidents ou vice-premiers ministres ou vice-présidents de la Chambre qui sont de l'autre communauté. Donc vous avez un pouvoir à 9 têtes. C'est vraiment la réussite de la démocratie américaine à l'américaine. M. Bremer l'a vraiment réussi. Il leur a donné une de ses constitutions. Vraiment, je conseille les constitutionnalistes vraiment d'étudier comme l'exemple même de l'échec de ce que peut être la constitution d'un État moderne aujourd'hui de nos jours. Et l'Irak continue à payer le prix, si vous voulez. Cette folie qui sévit à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le califat vient du fait que quand on a dissous un État unitaire qui était l'Irak et que la communauté, une des communautés, avec l'accord des Iraniens et des Américains, a pris le pouvoir, une autre communauté s'est sentie exclue. Ceci a encouragé l'extrémisme et l'extrémisme a entraîné un autre extrémisme et ça a fait boomerang et ça a donné cette monstruosité. Je ne suis pas en train de justifier du tout les horreurs qui se passent, mais je dis que quelque part, M. Paul Bremer et cette constitution elle-même qui a fait que l'Irak est devenu comme le Liban, un pays où on partage les pouvoirs entre les communautés, pas entre le peuple, pas d'une manière démocratique, où le suffrage n'est pas un suffrage à 100% populaire, il est plutôt communautaire, ça donne cette catastrophe, que ce soit en Irak ou comme ce fut le cas au Liban pendant des années. Voilà la démocratie à l'américaine, voilà la démocratie selon le mode
des groupes de pression qui sont au pouvoir entre Washington, Tel Aviv et les autres capitales. On ne va pas tous les citer, et Londres, évidemment. Mais pour revenir juste sur un point, pendant la guerre d'Irak, enfin la Syrie n'a pas été contre, enfin elle n'a pas soutenu plutôt n'a pas soutenu le Saddam Hussein. Écoutez, la question que vous soulevez... Donc il paye presque d'une certaine manière un peu cette faute-là, non? Oui, vous posez la très très bonne question. Effectivement, le régime syrien à l'époque, mais le régime syrien a permis à beaucoup de résistants irakiens contre l'occupant américain de s'installer en Syrie. Beaucoup d'anciens bassistes qui n'avaient plus du tout la possibilité de vivre parce qu'ils étaient pourchassés, parce qu'ils ont connu l'épuration. C'est un terme qui, je crois, rappelle aux Français beaucoup de choses. Il y a eu une épuration à l'irakienne, faite par les bandes communautaristes qui étaient entrées avec les Américains sur les chars américains. Faut-il rappeler que M. Maliki, le pouvoir actuel, n'est arrivé au pouvoir à Bagdad que grâce aux chars américains? C'est avec les chars américains que ces là sont rentrés. Les chars américains cherchent toujours avec eux des épurateurs. Vous voyez? Donc ça vous rappelle peut-être quelque chose. Donc les épurateurs, le régime syrien a protégé, à telle enseigne que, et là il est très important de le dire et j'insiste, le régime irakien a présenté une plainte à l'ONU en disant: la Syrie héberge d'anciens bassistes, elle héberge des résistants islamistes contre les Américains, et l'ONU a failli mettre la Syrie de Bachar al-Assad sous embargo pour son soutien à la résistance irakienne, au Hamas et à la résistance libanaise et au Hezbollah. Donc, effectivement, la Syrie ne s'est pas opposée, mais la Syrie a refusé, comme le Koweït, d'être la base américaine d'où est partie l'agression contre l'Irak. Elle a refusé de prêter son espace aérien comme l'a fait l'Arabie Saoudite. Et surtout, la Syrie n'est pas comme le Qatar, un pays où il y a la plus grande base américaine au monde. Faut-il rappeler qu'aujourd'hui, 30% du territoire qatari est occupé par la base américaine d'Al-Sayliya, qui est l'une des bases américaines les plus grandes au monde. Et une fois, sur Al Jazeera, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Qatar, quand on lui a posé la question, est-ce que les avions américains sont en train de partir du Qatar pour bombarder l'Irak? Il s'est énervé, il a répondu à sa propre journaliste, il lui a dit: Madame, est-ce que vous croyez que nous, au Qatar, on peut savoir ce que les Américains font dans la base qu'ils ont dans notre pays? C'est-à-dire, il y a la plus grande base américaine au monde, et le soi-disant État indépendant, qui se veut être un État mais qui ne l'est pas, qui est le Qatar, ne sait pas ce que les Américains font dans sa base. Ça, c'est eux qui le disent. Donc, voyez à partir de là, quelle différence on peut trouver entre le régime qatari, le régime saoudien, le régime égyptien qui a permis à la flotte américaine de passer par le canal de Suez, et la Syrie. Voilà. Donc, de ce point de vue, quand même, la différence est nette. Peut-être une dernière question sur le... Alors, sur le sionisme, en fait, ce terme-là, il est souvent... Enfin, en France, beaucoup de patriotes ou de nationalistes s'aveuglent en pensant que les sionistes seraient simplement des nationalistes israéliens. Et que finalement, des alliances pourraient être faites avec eux, des alliances de circonstances. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai été très étonné par la déclaration récemment de M. Amérique Chauprade, oui, qui a avant tout parlé d'une alliance entre Israël et la France, et qu'Israël avait une politique indépendante des États-Unis. J'ai été très très étonné. Il lui doit savoir avant tout que les États-Unis sont gouvernés par le lobby juif sioniste qui est au pouvoir aux États-Unis depuis la constitution de cet État, et que les États-Unis et Israël ne font qu'un, que Israël reçoit chaque année à titre d'aide militaire plus de 3 milliards de dollars par an, à part les aides économiques qui sont séparées. Faut-il lui rappeler aussi que les sénateurs américains sont plus sionistes que les sionistes eux-mêmes? C'est-à-dire certaines décisions du Sénat américain vont plus loin que les décisions du Sénat de Tel Aviv lui-même. Faut-il lui rappeler aussi que la politique des sionistes a été toujours de faire des problèmes entre la France et les pays arabes? Est-ce qu'il voit, lui, que l'intérêt de la France consiste à avoir des voisins de l'autre côté de la Méditerranée qui sont en antagonisme avec elle? Je ne crois pas que l'intérêt de la France se trouve là où M. Chauprade le pense. Il se trompe énormément.
Je trouve qu'il est tout à fait bizarre qu'il s'imagine qu'il y ait une politique indépendante d'Israël vis-à-vis des États-Unis et que la France peut trouver en Israël un État criminel, un État qui, faut-il le rappeler, depuis 1949 ne fait que crime de guerre sur crime de guerre. Les conventions de Genève sont claires là-dessus. Ce qui se passe à Gaza, le fait d'encercler une population de 1 800 000 personnes dans un territoire de 360 km où ils n'ont même pas la possibilité d'avoir ni nourriture, ni ciment, ni eau, ni médicaments, ni traitement, est un crime de guerre. Si M. Chopra trouve là un allié, je lui souhaite bonne chance, mais en tout cas, moi je lui rappelle que la France du général de Gaulle, la France des grands rois de France, la France éternelle, est un pays qui a toujours voulu son indépendance. Évidemment, le drame de l'immigration est un drame qui n'est pas du tout dans l'intérêt ni des Arabes ni de la France. Mais si on est contre l'immigration, ce qui est mon cas, et le cas de toute personne qui a un bon sens, un minimum de bon sens, qui est contre cette politique criminelle, faut-il pour autant renier toute l'histoire de la France et aller vers un mouvement qui a toujours été contre la France et qui a combattu la France et qui a déstabilisé la France pendant des années? Je ne crois pas que ce soit une idée et que ce soit une bonne politique. Je crois que puisque lui de temps en temps et son mouvement se réfère du général de Gaulle, je crois qu'il est dans l'intérêt de repenser à la politique gaullienne et de repenser à la politique de l'indépendance de la France, tant vis-à-vis du groupe anglo-saxon que vis-à-vis des groupes de pression, et de leur rappeler que le rôle essentiel de la France et des vrais alliés de la France se trouve dans la Russie, se trouve en Europe, se trouve dans une Europe forte et indépendante des États-Unis, des groupes de pression, des anglo-saxons, une Europe unie où la France retrouvera son rôle éternel de leader, et à partir de ce moment, une France qui sera indépendante et qui pourra être alors ouverte vers ses voisins de l'autre côté de la Méditerranée, dans le cadre d'une indépendance mutuelle. Très bien. Peut-être une dernière question pour finir l'entretien. Est-ce qu'on est en train de chasser la civilisation chrétienne et même romaine du Moyen-Orient avec l'alliance entre sionistes et islamistes? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme un arrière-fond, peut-être même eschatologique derrière ça? Tout à fait. Il est clair que aujourd'hui, les chrétiens d'Orient sont les récipiendaires, les héritiers de Rome et de Byzance. C'est-à-dire que les églises d'Orient sont les églises qui représentent en quelque sorte un peu les réminiscences d'un empire byzantin et les réminiscences de la première chrétienté dans son message évangélique pur. Et je crois que cet héritage byzantin, romain, grec, et de l'autre côté assyrien, babylonien aussi, et chaldéen et akkadien que j'évoquais tout à l'heure, est quelque chose que les sionistes, et surtout ceux qui se prétendent chrétiens sionistes, veulent à tout prix éradiquer, parce qu'il est contraire à leur message, parce que par rapport à eux, c'est Israël qui doit donner la naissance au Christ, tandis que nous savons que les chrétiens d'Orient ont une conception de la chrétienté qui détermine tout à fait que le Christ a été crucifié par les Juifs, donc ils sont déicides d'après les théologies de la chrétienté d'Orient. Et je crois que la chrétienté d'Orient est un signe fort d'ouverture vers l'Europe et vers l'Occident et vers la Russie, tout en étant en même temps des églises byzantines et romaines profondément attachées à une tradition et à une liturgie qui est déjà plurimillénaire. C'est des églises qui ont un grand patrimoine et un grand héritage, que malheureusement les seuls à profiter de leur destruction sont les sionistes et les soi-disant chrétiens sionistes. Il est grand temps qu'en France, on comprenne que c'est une menace qui arriverait directement et qui les concerne directement, parce que la destruction des chrétiens d'Orient est un premier pas vers d'autres choses en Méditerranée, de l'autre côté du nord de la Méditerranée. Parfait, Elias Montagne, je vous remercie et Merci. j'espère à bientôt. À bientôt, merci.